Je suis un soldat américain, je suis un guerrier et un membre d'une équipe. Je sers le peuple des États-Unis et je vis selon les valeurs de l'armée. Je placerai toujours la mission en premier. Je n'accepterai jamais la défaite. Je n'abandonnerai jamais. Je ne laisserai jamais un camarade tomber au combat. Je suis discipliné physiquement et mentalement, endurant, entraîné et compétent dans mes tâches et exercices de guerrier. Je garde toujours mes armes, mon équipement et moi-même en bon état. Je suis un expert et je suis un professionnel. Je suis prêt à être déployé, à engager et à détruire les ennemis des États-Unis d'Amérique au combat rapproché. Je suis un gardien de la liberté et du mode de vie américain. Je suis un soldat américain. Les soldats des États-Unis d'Amérique ont une longue et fière tradition de se placer entre le peuple américain et ceux qui voudraient lui faire du mal. À ses débuts, les fondateurs américains craignaient que l'armée puisse être utilisée pour menacer les droits et les libertés qui sont au cœur même de ce que signifie être américain. Mais opérant sous le contrôle des civils, l'armée américaine s'est, depuis plus de 2 siècles, révélée être une défenseur des libertés de l'Amérique. Au cours de ces siècles, l'armée a mené des combats meurtriers contre des ennemis, aussi bien à l'intérieur de nos frontières qu'à l'autre bout du monde. L'armée ne choisit pas les guerres auxquelles elle participe. Les soldats américains n'ont pas pris la décision d'intervenir au Vietnam ou en Afghanistan. Les soldats américains n'ont pas désigné comme ennemis les forces japonaises et allemandes du milieu du XXe siècle, ni les forces mexicaines et amérindiennes du milieu du XIXe siècle. Ils n'ont pas choisi de voir leur nation déchirée, ni d'être la cause de la mort de tant de leurs propres compatriotes. Mais ils étaient point prêts à aller là où on les envoyait, à défendre les intérêts nationaux et à faire avancer la cause nationale. Et l'armée a fait bien plus que simplement combattre. Comme le dit le rapport du Centre d'histoire militaire, Histoire militaire américaine, nous devrions également prendre en compte l'armée comme une force sociale en temps de paix. Depuis le début, l'armée a joué un rôle dans le développement du pays, dans l'exploration, la protection de la frontière et la construction de routes, dans le génie, le transport, la communication, l'assainissement et la médecine, ainsi que dans le contrôle des inondations. En même temps, l'armée a servi de vecteur de mobilité sociale pour certains groupes défavorisés. Les immigrants européens au XIXe siècle, les Afro-Américains dans les années 50 et 60, et les Hispano-Américains aujourd'hui. l'histoire militaire américaine précède la nation elle-même. Ses racines se trouvent dans les armées européennes et les guerres pour la domination dans l'Ancien Monde. Lorsque les colonies britanniques se sont formées dans le Nouveau Monde, elles ont constaté que leur menace militaire la plus immédiate venait de la population autochtone. Bien que les colons aient pu établir des relations amicales avec certaines tribus indiennes, d'autres tribus ont perçu la menace que représentaient en main les Européens et ont répondu à cette menace par la force. Les guerriers indiens ignoraient et ne s'intéressaient pas aux règles de guerre européennes. Ils combattaient dans un style totalement différent de celui des armées massées traditionnelles d'Europe. Les Indiens utilisaient des attaques surprises, frappant depuis des cachettes et évitant les batailles rangées. Pour défendre les colonies, les gouverneurs ont créé des milices locales. Chaque homme valide était censé servir dans la milice, et chaque foyer devait posséder au moins une arme à feu en état de marche. Ces hommes étaient les premiers soldats citoyens de l'Amérique. Les milices s'entraînaient à des tactiques telles que le tir en salve et la réaction rapide aux cloches d'alerte. Ils construisaient des défenses solides autour de chaque village et gardaient leur poudre au sec. Mais contrairement aux armées professionnelles, les milices étaient faiblement structurées et ne se réunissaient généralement que quelques jours par an pour s'entraîner. Pendant un conflit connu sous le nom de guerre du roi Philippe, les colons de la Nouvelle-Angleterre et leurs propres alliés amérindiens se sont battus contre une confédération d'autres tribus autochtones.
Au cours de cette guerre, un colon nommé Benjamin Church est apparu pour former une compagnie de colons et d'alliés autochtones. Church a appris des autochtones Rupesar à se déplacer discrètement dans forêts et marécages et à combattre selon des tactiques de guérilla inconnues des Européens. Il s'agissait de la toute première force de Rangers américains et Benjamin Church s'est considéré comme le père du corps des Rangers américains. Ses compétences se sont révélées précieuses, car les conflits ne se sont pas arrêtés lorsqu'un des alliés autochtones de Church a tué le soi-disant roi Philippe, un chef indien. Depuis la fin des années 1600 presque jusqu'à la Révolution américaine, il y a eu une série de guerres entre les colons anglais et les colons français, chacun ayant ses propres alliés parmi les tribus amérindiennes. La plus célèbre est la dernière, connue en Amérique simplement sous le nom de guerre de la conquête, qui s'est terminée en 1763. Ces guerres ont formé les hommes qui allaient devenir les premiers officiers à diriger l'armée continentale des États-Unis d'Amérique. George Washington a commandé une brigade pendant la guerre de la conquête, composée de troupes provenant de plusieurs colonies. Les milices qui avaient auparavant servi à combattre les Indiens pour défendre les revendications britanniques sur ces terres allaient bientôt déclencher l'étincelle de la Révolution. À 2 heures du matin. Le 19 avril, vers 2 heures du matin, environ 700 soldats réguliers britanniques, dont de l'infanterie légère et des grenadiers, quittèrent Port Boston en direction de Concorde, où ils pensaient que la milice coloniale rebelle avait entreposé un arsenal d'armes, de poudre et de munitions. Les Britanniques en avaient raison, bien que la milice ait déjà déplacé la plupart des fournitures, anticipant la manœuvre britannique. Lorsque les soldats réguliers britanniques se sont entrés à Lexington, ils ont eu leur première rencontre avec la milice du Massachusetts. Alors que l'avant-garde britannique observait les miliciens, quelqu'un eut la gâchette qui le démangeait. Ce fut le coup de feu entendu dans le monde entier. 8 membres de la milice furent tués et 10 blessés contre un seul soldat britannique blessé. Les troupes britanniques se sont dirigées vers Concorde, où elles ont trouvé la petite quantité de provisions qui n'avaient pas été déplacées et les ont brûlées. Cependant, alors qu'ils marchaient de retour vers Boston, les Britanniques furent attaqués par les Minutemen qui s'étaient rassemblés, après avoir entendu les coups de feu et vu la fumée à Concorde. Tirant depuis des clôtures et des arbres, la milice harcelait les soldats britanniques tout le long du retour vers Boston. Les colons appliquaient en cas des tactiques apprises des autochtones, tirer en embuscade puis se replier, frappant une force plus nombreuse mais moins mobile. La milice tua 73 soldats britanniques et en blessa 174. La guerre avait commencé. Le 14 juin 1775, le Congrès continental forma la première armée continentale. La nouvelle armée comprenait la formation de 10 compagnies de tireurs d'élite pour servir comme infanterie légère. Ces tireurs d'élite furent à peu près les premiers à être enrôlés dans le service. En tant que véritables soldats continentaux, plutôt qu'une milice coloniale, cette armée continentale recrutait des soldats provenant des 13 colonies. 1 an plus tard, les 13 États. À l'origine, la troupe venait surtout de Nouvelle-Angleterre, et la plupart des hommes étaient en colère à cause de l'occupation de Boston. Mais au fil de la guerre, cela s'est équilibré. Le peuple affronterait son ennemi commun ensemble en tant qu'armée nationale unifiée. Plus tard cette année-là, le 13 octobre 1775, la marine continentale serait créée, suivie de l'ordre, le 10 novembre de lever 2 bataillons de Marines. En vertu des articles de la Confédération, le Congrès a créé l'armée, mais les États étaient responsables du recrutement et de l'équipement des hommes. Ce processus inefficace a entraîné des pénuries de nourriture, de vêtements et d'équipements qui ont contribué à 2500 décès liés à des maladies à Valley Forge durant l'hiver 77 à 78. Les périodes d'engagement étaient courtes, surtout pendant les premières années, car le Congrès craignait de créer une armée permanente.
Les hommes servaient en d'1 à 3 ans, et l'armée n'a jamais dépassé 17 000 hommes. Les armes les plus utilisées durant la Révolution américaine étaient des mousquets à silex à âme lisse de gros calibre. Dans l'armée britannique, l'arme de prédilection était le mousquet Land Pattern de l'armée britannique, connu sous son surnom de Brown Bess. Beaucoup de colons dans les milices et dans l'armée continentale utilisaient tant le Brown Bess ou le mousquet de modèle français, appelé le Charleville. Bien sûr, les compagnies de fusiliers utilisaient le long rifle américain, parfois appelé le Kentucky Rifle. Les fusils des années 1770 se rechargeaient plus lentement et s'encrassaient davantage à cause de la poudre noire entre les mains de la plupart des soldats. Le Brown Bess à canon lisse était une meilleure arme, car il pouvait être rechargé beaucoup plus rapidement et était plus utile pour les tirs de salve. Cependant, les tireurs d'élite des compagnies de fusiliers exploitaient la portée et la précision accrue de leurs canons rayés avec une efficacité redoutable. Il s'agissait d'hommes comme Timothy Murphy, de la frontière de Pennsylvanie, le fils d'immigrants irlandais. Timothy et son frère John se sont engagés dans la compagnie de fusiliers de Northumberland du capitaine John Loudon, où il a démontré qu'il était un tireur d'élite expert. Capable de toucher une cible de 18 cm à 230 mètres, les compétences de Murphy lui ont permis d'intégrer le corps d'élite de fusiliers de Daniel Morgan. Daniel Morgan était un vétéran de la guerre de la conquête. Pendant la guerre d'indépendance, il commandait une troupe d'élite de tireurs d'élite, des hommes des bois qui avaient grandi à chasser, piéger et faire de l'exploration. Officiellement appelés les Rangers, ils étaient un peu connus sous le nom de fusiliers de Morgan. Lors de la deuxième bataille de Saratoga, le 7 octobre 1777, Daniel Morgan commandait le flanc gauche des forces américaines. Lors de la bataille, la ligne britannique s'est désorganisée, mais le général Simon Fraser les a regroupés pour se reformer. Le général américain Benedict Arnold, qui n'était pas encore devenu traître, aperçut le général Fraser et cria à Morgan « Cet homme sur le grand cheval est une armée à lui seul et doit être éliminé. Oriente certains tireurs d'élite parmi tes fusiliers vers lui. » Morgan obéit aux ordres. Et bientôt, Tim Murphy grimpa à un arbre qui lui donnerait une ligne de mire dégagée sur la cible à 300 yards de là. Il tira un seul coup et le général Fraser tomba. Sans Fraser pour les rallier, la ligne britannique s'effondra. Les Américains remportèrent la victoire à Saratoga et, ce faisant, obtinrent la France comme allié officiel dans la guerre. Cette première armée américaine fut également la première armée intégrée. Au départ, George Washington a ordonné aux officiers recruteurs de ne pas enrôler de Noirs ni toute personne qui n'était pas née en Amérique. Mais en décembre 1775, il a écrit « Il m'a été rapporté que les Noirs libres qui ont servi dans cette armée sont très mécontents d'avoir été écartés. Comme il est à craindre qu'ils ne cherchent à s'engager dans l'armée ministérielle, j'ai pris la liberté de m'écarter de la résolution les concernant et j'ai autorisé leur enrôlement. » En Nouvelle-Angleterre, de nombreux esclaves ont gagné leur liberté grâce à leur service durant la guerre. L'Assemblée législative de Rhode Island a écrit « Il est voté et résolu que tout esclave noir, mulâtre ou indien valide dans cet État peut s'enrôler dans l'un ou l'autre des 2 bataillons mentionnés, pour servir pendant toute la durée de la guerre actuelle avec la Grande-Bretagne, que chaque esclave ainsi enrôlé aura droit à et recevra toutes les primes, soldes et encouragements accordés par le Congrès continental à tous soldats s'enrôlant à leur service. Il est en outre voté et résolu que chaque esclave ainsi enrôlé sera, dès qu'il aura passé la revue, immédiatement libéré du service de son maître ou de sa maîtresse, et sera absolument libre, comme s'il n'avait jamais été accablé d'aucune forme de servitude ou d'esclavage. » Alors que l'armée continentale menait le combat contre les Britanniques, les milices des États restaient impliquées dans la lutte.
Leur efficacité militaire variait selon les États et au fil de la guerre. Ils se sont révélés redoutables lorsqu'ils combattaient à couvert, mais avaient tendance à paniquer face à une charge à la baïonnette. Mais les milices et les soldats, eux, réguliers, servaient deux objectifs différents. L'armée continentale était une force professionnelle et entraînée, assez puissante pour attirer l'attention britannique. Les Britanniques ne pouvaient pas se permettre de laisser l'armée continentale vivante et sur le terrain. Ils devaient y envoyer leurs propres armes pour attaquer les forces de Washington. L'armée continentale a également démontré à la communauté internationale que les Américains avaient la capacité de gagner la guerre et de défendre leur jeune nation. Sans de telles garanties, la France ne se serait jamais alliée à la cause américaine. Mais même en 1776, les États-Unis couvraient une vaste superficie et les armées ne pouvaient pas être partout à la fois. La milice a comblé ce vide pour les Américains d'une manière que les Britanniques ne pouvaient pas égaler. Et en contrôlant le terrain, les milices d'État contrôlaient la situation politique, réprimant les loyalistes britanniques et maintenant l'esprit révolutionnaire. L'armée continentale a peut-être gagné la guerre, mais les milices ont aidé à s'assurer que les cœurs et les esprits du peuple américain restaient attachés à la cause révolutionnaire. Bien sûr, le soldat le plus célèbre de l'armée continentale était son commandant. Le lendemain de la création de l'armée, le Congrès continental plaça George Washington à sa tête. Sous ses ordres se trouvaient 4 généraux majeurs, ou généraux 2 étoiles, et 7 brigadiers, ou généraux 1 étoile. Pendant la guerre, Washington était simplement le général et commandant en chef. Des décennies plus tard, en 1798, Washington fut officiellement nommé lieutenant général 3 étoiles. Ce grade n'existait pas pendant la Révolution. Et la commission de 1798, après que Washington eut servi 2 mandats comme président et pris sa retraite, visait à clarifier son statut au-dessus des autres chefs militaires. Après la guerre de sécession, le grade de général de l'armée à 4 étoiles a été créé pour Ulysses S. Grant. Avec le temps, le grade de 4 étoiles serait retiré puis rétabli à nouveau. Mais George Washington est resté sur les listes de l'armée américaine en tant que lieutenant général, étant techniquement surpassé par 3 généraux ultérieurs. En 1976, le Congrès et le président Gerald Ford ont promu Washington à titre posthume au grade de général des armées, afin qu'aucun officier de l'armée des États-Unis ne puisse le surpasser en grade. Mais Washington a toujours été scrupuleux quant au maintien du contrôle civil sur l'armée. Et à la fin de la guerre, lui et le Congrès ont planifié la démobilisation de l'armée, écrivit Washington. Bien qu'une grande armée permanente en temps de paix ait toujours été considérée comme dangereuse pour les libertés du pays. Cependant, dans certains cas, quelques troupes sont non seulement inoffensives, mais aussi indispensables. Heureusement pour nous, notre situation relative n'en exige que très peu. Le Congrès est allé plus loin que ce à quoi s'attendait Washington. La jeune nation a survécu avec peu de moyens durant ses débuts. La marine et les Marines ont été dissous en avril 1783. Le 2 juin 1784, le Congrès ordonna la démobilisation de l'armée, sauf pour 80 hommes chargés de garder les dépôts militaires à West Point et Fort Pitt. Bien qu'ils aient augmenté cet effectif de quelques centaines d'hommes issus des milices d'État, la force restait étonnamment faible aux yeux d'aujourd'hui. Pourquoi le Congrès a-t-il refusé de maintenir une armée capable d'assurer une défense adéquate contre la menace bien réelle d'hostilité future, avec le Canada britannique au nord, la Floride espagnole au sud et les tribus indiennes venant de toutes les directions sauf de l'océan? Parce que c'est ce genre d'armée que les Américains voulaient. Ils craignaient qu'une armée permanente soit une menace pour les libertés qu'ils venaient tout juste de gagner. Et ils redoutaient presque autant d'en payer le coût. Le Congrès a créé le département de la guerre le 7 août 1789, mais l'armée régulière restait encore petite.
Les territoires américains étaient trop vastes et la petite force était insuffisante pour les protéger. Il y avait des problèmes avec les peuples autochtones à la fois dans le sud-ouest et le nord-ouest, bien que les difficultés soient en plus graves au nord. Les Britanniques ont cédé le territoire du nord-ouest à l'Amérique par le traité de Paris. Ce territoire comprenait des terres qui deviendraient un jour les États de l'Ohio, de l'Indiana, de l'Illinois, du Michigan, du Wisconsin et une partie du Minnesota. Et il était déjà peuplé par diverses aux tribus indiennes qui avaient été alliées des Britanniques pendant la guerre. Furieuses de voir les colons américains empiéter sur leurs terres, les tribus ont reformé la Confédération de l'Ouest. Les raids indiens étaient suivis de représailles des colons, chaque attaque devenant de plus en plus brutale, et aucune des deux parties ne reconnaissait la notion de non-combattant. En 1790 et 1791, de petites forces combinées de troupes américaines, régulières et de milices d'État ont attaqué la Confédération de l'Ouest et ont subi de lourdes pertes. Theodore Roosevelt a ensuite évoqué les difficultés de l'armée contre les tribus amérindiennes. Il a décrit les conditions des troupes envoyées avec le général Arthur Sinclair contre les tribus du Nord-Ouest en novembre 1791. Les troupes étaient de faible qualité. Il y avait 2 petits régiments d'infanterie régulière, le reste de l'armée étant composé de levées de 6 mois et d'une milice mobilisée spécialement pour cette campagne. La solde était dérisoire. Chaque soldat recevait 3 $ par mois, dont 90 cents étaient déduits. Des hommes en pleine force physique et dans la fleur de l'âge, et surtout des hommes capables d'accomplir les rudes tâches de la frontière. On ne pouvait pas engager des fermiers pour combattre les Indiens dans des forêts inconnues pour 2 $ par mois. La plupart des recrues venaient des rues et des prisons des villes côtières. Ils furent précipités dans une campagne contre des ennemis particulièrement redoutables avant même d'avoir acquis les bases de l'entraînement militaire. Dans ces conditions, il était facile de prédire la catastrophe. Sur les 1400 hommes combattants sous Sinclair, près de la moitié furent tués et des centaines d'autres furent blessés. Ce fut une défaite dévastatrice. Le Congrès fut poussé à agir. La première loi sur la milice autorisait le président à mobiliser les milices d'État chaque fois que les États-Unis seraient envahis ou en danger imminent d'invasion par une nation étrangère ou une tribu indienne. Mais en même temps, aucun officier, sous-officier ou simple soldat de la milice ne devait être contraint de servir plus de 3 mois au cours d'une même année. La deuxième loi sur la milice stipulait que tout citoyen blanc, libre et valide des différents États, résidant dans ces États, âgé de 18 ans et de moins de 45 ans, devait être inscrit dans la milice par le capitaine ou l'officier commandant de la compagnie. Et il sera, à tout moment à l'avenir, du devoir de chaque capitaine ou officier commandant d'une compagnie d'inscrire chaque tel citoyen. Qu'1 an après l'adoption de cette loi, la milice des différents États sera organisée en divisions, brigades, régiments, bataillons et compagnies selon les directives de la législature de chaque État. La loi précisait en outre les armes spécifiques que chaque citoyen blanc, libre et valide, devait acquérir et entretenir une fois enrôlé. Le respect de la loi était laissé à la discrétion des États. Et comme on pouvait s'y attendre, la qualité de la formation et de l'équipement des milices variait énormément. La discipline était généralement médiocre, et les milices ne s'en sortaient pas bien lorsqu'on leur demandait d'exécuter les manœuvres complexes courantes dans les armées professionnelles de l'époque. Mais ils savaient bien se battre en tant qu'irréguliers, et ils constituaient une large base dans laquelle on pouvait puiser des volontaires pour soutenir l'armée régulière. Ils ont également maintenu la notion de soldats citoyens, et ont jeté les bases de ce qui deviendrait un jour la garde nationale des États-Unis. De plus, en 1792, sur la recommandation du secrétaire à la guerre Henry Knox, le Congrès a autorisé la création de ce que Knox appelait une légion. La Légion des États-Unis était composée de 4 sous-légions, chacune ayant sa propre infanterie, artillerie, cavalerie et ses tirailleurs.
La première et la deuxième sous-légion ont été créées à partir des vestiges du 1er et du 2e régiment de l'armée continentale, et la troisième et la quatrième sous-légion étaient composées de nouvelles recrues. Quelques années plus tard, ces sous-légions devinrent les 1er, 2e, 3e et 4e régiments de l'armée américaine. Peu de temps après sa création, la Légion des États-Unis, dirigée par le major général Antoine Wayne, commença à reprendre les territoires perdus face à la Confédération de l'Ouest. Ils s'entraînèrent durement et en 1795, ils ont vaincu les forces indiennes lors de la bataille de Fallen Timbers, ce qui mena à un traité entre les deux nations. Pendant le siècle suivant, et au-delà, les armées américaines allaient suivre 3 grands types. Au cœur de tout cela se trouvait l'armée professionnelle permanente. Celle-ci resterait relativement petite pendant la majeure partie de l'histoire du pays et ses principales missions consistèrent à tenir garnison dans des forts permanents à travers le pays, à combattre les Indiens et à réaliser des travaux d'ingénierie et de construction. De plus, les États conservaient eux leurs milices, bien que celles-ci variaient considérablement en termes d'entraînement, de discipline et d'équipement. La milice élisait ses officiers, ce qui ne garantissait pas que les plus compétents soient au commandement. Face à une menace d'invasion ou d'insurrection, le président pouvait appeler la milice au service fédéral. Cependant, il ne pouvait être contraint de servir le gouvernement fédéral que pendant 3 mois au maximum. Bien que les milices aient parfois bien combattu, le plus souvent, l'armée régulière ne les trouvait pas fiables sous le feu. La troisième catégorie de troupes était l'armée de volontaires. Il s'agissait de troupes levées uniquement en temps de guerre, qui servaient de d'1 à 3 ans dans des régiments de volontaires. À maintes reprises, en temps de guerre, les régiments de volontaires venaient renforcer les rangs de l'armée régulière. Et chaque fois qu'une guerre prenait fin, les soldats citoyens retournaient à leurs ateliers et à leurs champs, tandis que l'armée régulière occupait les forts. Ces groupes ne se respectaient pas vraiment les uns les autres. Ils étaient inutiles, coûteux, gaspilleurs, bons à rien, a dit un officier de l'armée régulière pendant la guerre du Mexique, en parlant des volontaires. Pendant ce temps, un volontaire aurait qualifié les soldats de l'armée régulière qui obéissaient aux ordres sans discuter de machines ambulantes tenant un mousquet. Mais malgré leur animosité, lorsque cela était nécessaire, ils se tenaient côte à côte pour affronter un ennemi commun. Le Congrès a aussi agi pour améliorer l'armée, notamment en créant une armurerie nationale. Pendant la guerre d'indépendance, les soldats américains utilisaient des mousquets à silex provenant de diverses sources françaises, britanniques et coloniales. Après la guerre, l'armée américaine avait besoin de son propre mousquet réglementaire. En 1776, un arsenal avait été établi à Springfield, dans le Massachusetts. En 1794, il devint le premier arsenal national. En 1795, l'arsenal de Springfield fabriqua le premier mousquet américain. Le mousquet américain de 1795 était inspiré du modèle français de Charlottesville, apprécié des soldats et miliciens américains. En 1799, la construction du deuxième arsenal national débuta à Harper's Ferry, dans l'ouest de la Virginie, qui deviendrait plus tard la Virginie occidentale. En 1810, plus de 10 000 mousquets, fusils et pistolets y étaient produits chaque année. Une autre raison qui poussa les Américains à prendre des mesures plus délibérées pour développer leur armée fut l'augmentation des tensions avec la France au milieu et à la fin des années 1790. Alors que l'Amérique était occupée à créer un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, la France traversait sa propre révolution. Et à mesure que les relations américaines avec la Grande-Bretagne s'amélioraient, celles avec la France désormais révolutionnaire se détérioraient. La Grande-Bretagne était de nouveau engagée dans des hostilités avec la France. Les Français furent irrités par le soutien apparent de l'Amérique à la Grande-Bretagne et attaquèrent les navires marchands américains.
En 1798, le Congrès créa le département de la Marine et le corps des Marines des États-Unis pour renforcer la défense de la nation. L'armée fut portée à plus de 4000 hommes et George Washington fut persuadé par le président Adams de sortir de sa retraite pour accepter le commandement en tant que lieutenant général. La perspective que l'Amérique s'allie avec la Grande-Bretagne suffit à apaiser les tensions et à amener les parties à la table des négociations. La guerre fut évitée, mais pas à temps pour empêcher Adams de perdre l'élection de 1800 face à Jefferson. Sous Jefferson, une grande partie de la marine fut supprimée et en 1802, l'armée fut réduite à un peu plus de 3200 hommes. Dans le cadre de la réorganisation de 1802, le Congrès créa le corps des ingénieurs. Cela faisait suite à des conseils vieux de plusieurs décennies de Washington, Alexander Hamilton et Henry Knox. Ils ont souligné le manque d'ingénieurs formés dans l'armée et ont recommandé la création d'une académie militaire peu après la fin de la guerre d'indépendance. Mais le Congrès n'a pas agi pendant plusieurs années. Comme pour une armée permanente, l'idée d'une académie militaire formant des officiers selon les méthodes de la guerre européenne irritait de nombreux Américains. En 1794, le grade de cadet avait été créé pour le corps d'artillerie et du génie qui occupait les fortifications de West Point, à New York. Mais la formation officielle de ces cadets n'eut lieu qu'en 1801. À cette époque, le président Thomas Jefferson, bien qu'il fût farouchement opposé à l'idée d'une armée nationale forte, reconnut la nécessité d'améliorer les compétences en sciences MITS et en ingénierie, tant dans l'armée que dans l'ensemble du pays. L'Académie militaire de West Point a été officiellement autorisée le 16 mars 1802. Doté du corps des ingénieurs composé de 17 hommes, Jefferson prit bientôt une autre décision, bien plus importante, qui nécessiterait le soutien de l'armée, l'achat de la Louisiane. Le capitaine Meriwether Lewis et le lieutenant William Clark ont dirigé une expédition militaire de 26 mois qui a nécessité l'organisation, l'ingéniosité et l'endurance que l'on pouvait trouver dans l'armée américaine. Ces soldats allaient peindre et mener leurs hommes sur plus de 12 000 km de terrain difficile, fournissant la première carte détaillée et rapportant des informations précieuses. C'était un accomplissement majeur, mais un autre grand défi les attendait. Le balancier entre la France et la Grande-Bretagne a de nouveau oscillé, la Grande-Bretagne et la France étaient à nouveau en guerre, et l'Amérique insistait sur le fait qu'elle était une partie neutre. Mais la Grande-Bretagne a imposé des restrictions commerciales entre l'Amérique et la France, ce qui représentait à la fois une épreuve et une insulte à la souveraineté américaine. De plus, la Grande-Bretagne avait capturé des Américains nés en Grande-Bretagne sur des navires marchands et les avait enrôlés de force dans la Royal Navy. Ajoutez à cela le soutien continu de la Grande-Bretagne aux tribus du territoire du Nord-Ouest, fournissant des armes aux Indiens qui attaquaient les colonies américaines. Et enfin, en 1812, l'Amérique n'en pouvait plus. Le 1er juin 1812, le président James Madison a demandé au Congrès une déclaration de guerre et l'a obtenue. L'armée régulière a été portée à un effectif autorisé de près de 37 000 hommes. Des régiments de volontaires et la milice d'État joueraient également un rôle dans cette guerre et finalement 20 régiments d'infanterie supplémentaires seraient ajoutés à l'armée régulière avec des engagements d'1 an. Les régiments d'infanterie étaient recrutés dans chaque État, de sorte que la plupart des hommes d'un régiment venaient tous du même État. Le Congrès offrait des primes de signature sous forme de terres et d'argent pour attirer les hommes. Pendant la guerre, l'Amérique a combattu les Britanniques sur terre et sur mer, et ils ont également affronté les alliés britanniques, les Indiens du territoire du Nord-Ouest, qui étaient dirigés par le chef de guerre Shawnee. Tecumseh causait déjà des problèmes à l'armée américaine avant le début de cette guerre, et en août 1812, ces hommes ont aidé les Britanniques à capturer Détroit. Mais la ville a été reprise 1 an plus tard par le capitaine de la marine Oliver Hazard Perry, et Tecumseh lui-même a été tué à la bataille de la Thames. Avec sa mort, l'alliance des tribus indiennes s'est effondrée.
La plus grande bataille de la guerre de 1812 a en réalité eu lieu après la signature du traité de Gand, qui mettait fin à la guerre. Le 8 janvier 1815, le major-général André Jackson, ignorant le traité signé quelques semaines plus tôt, dirigeait une force amalgamée d'environ 1000 soldats réguliers et de 3 à 4 000 miliciens, comprenant des pirates et des esclaves affranchis. À la grande consternation de beaucoup, il devait défendre la ville de la Nouvelle-Orléans contre une force presque 3 fois supérieure à la sienne. Des années plus tard, Teddy Roosevelt écrirait au sujet du succès de Jackson face à un adversaire supérieur. Les soldats américains méritent des éloges, car il ne faut pas oublier qu'ils étaient des recrues inexpérimentés, opposés à des vétérans. Et en effet, rien d'autre que le soin infatigable de Jackson à les entraîner n'aurait pu les mettre en forme. Sur le champ de bataille, à découvert, les soldats réguliers britanniques, grâce à leur plus grande habileté dans les manœuvres et au fait qu'ils étaient équipés de baïonnettes dont les Tennesseans ne disposaient pas, auraient très probablement pu les vaincre. Mais sur un terrain accidenté ou irrégulier, l'habileté des Tennesseans, tant comme tireurs d'élite que comme hommes des bois, leur aurait probablement donné l'avantage. Les soldats américains méritent beaucoup de crédit pour leur réussite. Mais un mérite encore plus grand revient à André Jackson, qui, pour son sang-froid et son œil vif, son cœur vaillant et sa main ferme, se distingue dans l'histoire comme le général le plus capable que les États-Unis aient produit depuis le début de la Révolution jusqu'au commencement de la Grande Rébellion. Il ne fallut pas longtemps avant qu'André Jackson ne dirige à nouveau des troupes à la guerre, cette fois lors des guerres séminoles en Floride. Les Séminoles étaient une nation amérindienne, composée de plusieurs tribus, et comprenaient des hommes qui étaient d'anciens esclaves afro-américains en fuite. Ce n'était pas le premier conflit d'André Jackson avec les tribus indiennes du Sud. Avant sa grande victoire à la Nouvelle-Orléans, André Jackson avait vaincu la nation Creek. En Alabama et en Géorgie, il força les tribus à céder de vastes portions de leurs terres au gouvernement américain. Les guerres indiennes se poursuivirent, tandis que l'Amérique, comme toujours, regardait vers l'ouest. En 1846, à la suite de l'annexion du Texas. Un an plus tôt, l'Amérique était entrée en guerre contre le Mexique. Il y avait beaucoup d'opposition à la guerre, déjà alimentée par la rivalité entre les régions qui allaient diviser le pays. En 15 ans, la nation a vu un soutien à la guerre dans les États du Sud et une opposition dans une grande partie du Nord. Mais la guerre a continué. Ce conflit n'impliquait ni invasion ni insurrection sur le sol américain. Par conséquent, le président James Polk ne pouvait pas appeler la milice au service fédéral. La guerre devait être menée uniquement par l'armée fédérale. Au début de la guerre, l'armée comptait environ 6000 soldats réguliers. Les régiments de volontaires ont porté les effectifs à 115 000 hommes. En 1846, les forces américaines ont vite pris le Nouveau-Mexique et la Californie. Puis, en mars 1847, le général Winfield Scott a dirigé le premier grand débarquement amphibie de l'histoire de l'armée des États-Unis à Veracruz, au Mexique. Parmi les 14 000 hommes qui le suivaient, se trouvaient le Robert E. Lee, George Meade, Ulysses S. Grant, James Longstreet et Thomas Stonewall Jackson, bien que ce surnom n'apparaisse que plus d'une décennie plus tard. Laissant une partie de ses troupes derrière lui, Scott avança vers Mexico avec environ 8500 hommes. Quelques mois plus tard, les hommes de Scott ont vaincu les forces mexicaines lors de la bataille de Chapultepec, capturant la ville de Mexico. Les soldats américains avaient remporté toutes les grandes batailles de la guerre contre le Mexique, mais le succès dans cette guerre a peut-être rendu la suivante inévitable. Les luttes entre les États libres et les États esclavagistes, qui provoquaient déjà de profondes divisions dans l'Union, allaient devenir encore plus intenses. Les vastes terres que le Mexique a cédées dans le traité de Guadalupe Hidalgo allaient encore accroître les tensions comme jamais auparavant.
et les soldats américains qui venaient ensuite tout juste de prendre Mexico ensemble allaient bientôt se retrouver face à face en tant qu'ennemis. Avant même que les combats ne commencent, la Confédération avait déjà recruté l'un des meilleurs généraux du pays. Dans les années qui ont suivi la guerre contre le Mexique, Robert E. Lee fut nommé surintendant de sa chère Académie militaire des États-Unis. Alors que les États faisaient sécession, son ancien commandant, le général Winfield Scott, lui proposa de diriger les forces de l'Union. Mais Lee ne pouvait pas se résoudre à combattre contre la Virginie et il a démissionné de son poste dans l'armée lorsque son État a fait sécession de l'Union en avril 1861. Après la prise de Fort Sumter, le président Lincoln a réagi à la prise de Sumter en appelant 75 000 miliciens au service pour défendre la capitale et exiger le retour des États confédérés. Mais des décennies d'inactivité de la milice signifiaient que peu de ces hommes étaient correctement équipés, formés ou expérimentés. Malheureusement, ces 75 000 volontaires, engagés pour 98 jours, n'ont pas bien performé lors de la première grande bataille de la guerre. Nous leur avons crié, essayé de leur dire qu'il n'y avait aucun danger, les avons appelés à s'arrêter, les avons suppliés de tenir bon. Nous les avons traités de lâches, insultés, sorti nos revolvers et menacés de tirer, mais tout cela en vain. Une panique cruelle, folle, insensée, désespérée s'est emparée d'eux et s'est communiquée à tous ceux qui étaient devant et derrière. La chaleur était épouvantable. Vers 6 heures, les hommes étaient épuisés, leur bouche était ouverte, leurs lèvres fendues et noircies par la poudre des cartouches mordues au combat, leurs yeux fixaient avec frénésie. Jamais un mortel n'a vu une telle masse de misérables spectres. Ainsi témoigna le député de l'Ohio, Albert Riddle, après avoir assisté à la déroute de l'Union lors de la première bataille de Bull Run, le 21 juillet 1861. Le lendemain de la déroute de Bull Run, Lincoln signa un projet de loi appelant à l'enrôlement de 500 000 volontaires pour servir pendant 3 ans. 3 jours plus tard seulement, il signa un projet de loi portant ce chiffre à 1 million. Le général McClellan allait former ces nouveaux hommes pour en faire l'une des meilleures forces de combat au monde, l'armée du Potomac. Mais il aurait du mal à les commander efficacement, tout comme d'autres chefs, jusqu'à ce que finalement le général Ulysses S. Grant prenne le commandement en 1864. Quand les canons ont tiré sur Fort Sumter en avril 1861, le gouvernement fédéral détenait environ 500 000 armes d'épaule dans des arsenaux du Nord. Près de 80% étaient des fusils à âme lisse de calibre 69. Les États du Sud ne disposaient que d'un tiers de ce nombre de fusils longs, souvent saisis dans des arsenaux fédéraux, la plupart étant des mousquets à âme lisse. Cela incluait d'anciens mousquets Springfield modèle 1816 et 1822 à silex, certains convertis au système à percussion, d'autres non. Ainsi que des mousquets modèle 1842 qui avaient été fabriqués directement comme armes à percussion. Dès le début, les deux camps pouvaient lever plus de troupes qu'ils ne pouvaient en armer, et un effort massif a été fait pour fabriquer ou acheter un maximum d'armes. Mais l'Union n'avait pas seulement besoin d'armes, elle avait besoin d'hommes pour les utiliser. Avec la proclamation d'émancipation, l'Union a commencé à recruter activement des soldats noirs dans ses rangs. En mai 1863, le département de la guerre a créé le Bureau des troupes de couleur des États-Unis, chargé de recruter des Afro-Américains pour combattre. Près de 200 000 Noirs se sont engagés dans l'armée américaine pendant la guerre de sécession. Ils ont servi aux États-Unis. Les troupes de couleur, nouvellement créées sur ordre du secrétaire à la guerre, comprenaient des régiments noirs de tout type, infanterie, cavalerie et artillerie. À la fin de la guerre, les United States Colored Troops représentaient environ 10% des forces totales de l'Union. Ils se sont battus pour de nombreuses raisons, mais évidemment une motivation puissante était de porter un coup aux forces qui avaient réduit en esclavage des millions de leurs compatriotes afro-américains. En prenant les armes pour rejoindre le combat, ces hommes n'attendaient pas d'être libérés, ils se libéraient eux-mêmes. La guerre s'est prolongée bien plus longtemps
que ce que quiconque avait prévu. La promotion de Grant au grade de lieutenant général, responsable de toutes les forces de l'Union en mars 1864, a lancé les campagnes qui allaient mener la guerre à sa conclusion sanglante. Cela comprenait l'envoi du général William Tecumseh Sherman, dont le nom vient en partie du grand chef de guerre Shawnee, qui s'était opposé à l'Amérique en 1812 pour faire marcher ses armées à travers la Géorgie et finalement jusqu'à l'océan Atlantique. Dévastant tous les biens confédérés sur son passage, y compris la ville d'Atlanta, le cœur du Sud. Grant se concentrerait sur l'armée de Virginie du Nord du général Robert E. Lee, basée autour de Richmond. En juin, Grant et ses généraux étaient entrés dans la région de Richmond-Petersburg et creusaient ensuite les tranchées. Les combats autour de Petersburg et Richmond ont duré tout l'automne et même l'hiver. Une série d'escarmouches et de petites batailles donnait parfois la victoire à la Confédération, mais elles épuisaient les ressources de Lee. En avril 1865, l'armée de Virginie du Nord avait été sérieusement affaiblie. Après 4 ans de guerre, les soldats rebelles étaient épuisés. Les pénuries manquaient de nourriture et les maladies avaient fait des ravages, et de plus en plus d'hommes disparaissaient pendant la nuit, laissant derrière eux une armée réduite. Puis les forces de l'Union ont finalement percé à Petersburg. Grant a ensuite décrit l'attaque. Nous avons maintenu un feu d'artillerie continu sur l'ennemi tout le long de la ligne, y compris au nord de la rivière James, jusqu'à ce qu'il fasse assez clair pour avancer, soit vers 4h45 du matin. À 7h, les corps de Parks et Wright sortent comme prévu, dégagent les abattis sous un feu nourri et progressent sans faiblir. Ils ont escaladé les parapets et se sont jetés à l'intérieur de la ligne ennemie. Grant avait ordonné un tir d'artillerie continu sur la ligne ennemie toute la nuit du 1er avril. À 4h du matin, le 2 avril, le 9e et le 6e corps attaqueraient sur leurs fronts respectifs. Le 6e corps a attaqué les tranchées mentales confédérées le long de Boyden Plank Road. L'attaque initiale du 9e corps a été couronnée de succès, capturant 3 batteries confédérées. Les sudistes manquaient d'effectifs. Leur ligne était étirée au maximum. Le 9e corps avait submergé les tranchées confédérées. Avec cette seule percée à travers les lignes confédérées, les défenses sudistes autour de la ville étaient effectivement intenables. Après 9 longs mois de guerre de tranchées, cela ne serait plus jamais revu. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, le siège de Pétersbourg était terminé. Les forces confédérées s'étaient repliées dans les défenses intérieures de la ville. Grant avait planifié un autre bombardement d'artillerie à 5h du matin. Le 3 avril suivi d'un autre assaut 1 heure plus tard. Mais le général Robert E. Lee a évacué la ville pendant la nuit. En moins de 2 semaines, Lee s'est rendu à Grant à la cour d'Appomattox. La fin de la guerre de sécession a marqué le retour aux guerres indiennes. La guerre des Dakotas de 1862, la grande guerre des Sioux, la guerre des Black Hills. La dernière résistance du général de l'Union Custer à la bataille de Little Bighorn, le massacre de Wounded Knee. Les soldats et colons américains ont affronté les Amérindiens et semblent, de notre point de vue, s'être livrés à un terrible jeu de surenchère, chaque camp cherchant à prouver qu'il était plus sauvage que l'autre. Mais au final, la puissance écrasante de l'armée américaine a suffi à vaincre les tribus guerrières des Amérindiens. Au cours de ces guerres, l'un des généraux les plus efficaces fut le général Nelson A. Miles, commandant du 5e régiment d'infanterie des États-Unis. Après la destruction des forces de Custer à Little Bighorn, Miles a aidé à balayer les plaines des Indiens Lakota, les repoussant dans leurs réserves. Il a accepté la reddition du chef Joseph des Nez-Percés en 1877, la reddition du chef de guerre Apache Geronimo en 1898 et la reddition du chef Sioux Kicking Bear en 1890. Les guerres indiennes ont été une période difficile, et aujourd'hui, les Américains considèrent à Monte Cristo la destruction et le déplacement forcé des tribus indiennes comme une tragédie.
En 1895, le général Miles a été nommé commandant général de l'armée des États-Unis. Il occupait toujours ce poste 3 ans plus tard, lorsque l'Amérique est entrée en guerre contre l'Espagne. Lorsque la guerre a été déclarée au printemps 1898, l'armée régulière des États-Unis ne comptait qu'environ 28 000 hommes. Il en fallait plus pour mener une guerre, et le président ne pouvait pas simplement mobiliser les milices d'État, car les États-Unis n'étaient d'un pas en danger imminent d'invasion. L'armée voulait 50 000 hommes supplémentaires. Ils ont reçu 220 000 volontaires. Le volontaire le plus célèbre était Theodore Roosevelt. Jusqu'à récemment, Roosevelt avait été sous-secrétaire adjoint à la marine et il soutenait fermement cette guerre. Le Krag était un fusil à verrou utilisant la nouvelle cartouche sans fumée 30 de l'armée. Il avait une cadence de tir plus faible que certains de ses concurrents. Cependant, les responsables de l'artillerie estimaient que la cadence de rechargement plus lente permettait d'économiser les munitions. Cette courte guerre a également vu la première utilisation du canon Gatling par l'armée américaine pour fournir un appui-feu mobile lors des combats offensifs, lors de la bataille de la colline San Juan. Les canons Gatling utilisés à cette époque avaient 10 en canon rotatif et pouvaient en tirer de 300 à 900 coups par minute en utilisant les mêmes munitions que le Krag. Le premier lieutenant John Henry Parker dirigeait le détachement Gatling nouvellement formé de l'armée. À un moment donné, les canons de Parker ont fait feu pour soutenir Teddy Roosevelt et ses Rough Riders. À ce moment, Leonard Wood fut promu général de brigade sur le champ de bataille, tandis que Roosevelt devint colonel du régiment, écrivit Parker dans l'histoire du détachement Gatling. Traub a désigné l'ennemi qui menaçait la position du colonel Roosevelt. À environ 600 yards à droite, en diagonale des canons, et à moins de 200 yards du saillant tenu par le colonel Roosevelt et le 3e régiment de cavalerie, un groupe d'environ 400 ennemis semblait tenter de charger la position. Le sergent Green braqua aussitôt son canon en tir direct sur le groupe, qui se dispersa immédiatement. Le capitaine Marcotti rapporte qu'après la reddition, des officiers espagnols lui ont dit que les ennemis vus étaient environ 600 hommes fuyant El Caney. Mais des tirs de mitrailleuses si efficaces les frappèrent que seulement 40 purent regagner Santiago. Les autres furent tués. Roosevelt, impressionné par les actions de Parker et sa vision du potentiel des mitrailleuses, plaça ses 2 mitrailleuses Colt de 7 mm sous son commandement. La guerre hispano-américaine s'est achevée par le traité de Paris à l'automne 1898. Le traité fit de Cuba un État indépendant et obligea l'Espagne à céder Guam et Porto Rico à l'Amérique. L'Espagne accepta également 20 millions de dollars des États-Unis en paiement pour les Philippines. Mais les Philippins menaient une révolution contre l'Espagne et ne se considéraient pas comme une marchandise à vendre. Ainsi, à peine les États-Unis étaient-ils sortis de la guerre contre l'Espagne qu'ils se retrouvaient en guerre contre les forces insurgées aux Philippines. La guerre américano-philippine a duré 3 ans, au cours desquels Teddy Roosevelt a reçu une belle promotion, passant de colonel d'un régiment de volontaires à président des États-Unis. Les États-Unis. Roosevelt a écrit dans son autobiographie « Comme héritage de la guerre contre l'Espagne, nous nous sommes retrouvés avec des relations particulières avec les Philippines, Cuba et Porto Rico, et avec un intérêt immensément accru pour l'Amérique centrale et la mer des Caraïbes. En ce qui concerne les Philippines, je pensais que nous devions les former à l'autonomie aussi rapidement que possible, puis les laisser libres de décider de leur propre destin. Je ne croyais pas qu'il faille fixer une limite de temps pour leur accorder l'indépendance, car je ne pensais pas qu'il soit sage d'essayer de prévoir à quel moment ils seraient prêts pour l'autonomie. Et une fois la promesse faite, j'aurais estimé qu'il était impératif de la tenir. Quelques mois seulement après mon entrée en fonction, nous avions éradiqué la dernière résistance armée aux Philippines. Ce n'était pas simplement de nature sporadique. Si la description des événements aux Philippines par Roosevelt ressemble à une forme de construction nationale, alors peut-être prévoyait-il les défis auxquels l'Amérique et son armée seraient pas confrontées un siècle plus tard.
De nombreux changements attendaient l'armée des États-Unis dans les années et les décennies à venir. La courte guerre de l'Amérique contre l'Espagne a montré son intérêt pour les affaires extérieures, et sa victoire rapide indiquait que la nation était prête à tenir tête lors de conflits avec les puissances européennes. Elle aurait bientôt l'occasion de mettre cette idée à l'épreuve, alors que l'Amérique entrait dans un siècle de guerre mondiale, de menaces nucléaires, de lutte de la guerre froide et de politique au Moyen-Orient. Mais comme cela avait toujours été le cas et le serait toujours, l'armée américaine était prête à se placer entre l'Amérique et toute menace, prouvant à maintes reprises leur devise « un nous bolarons, nous défendrons cela ». Je suppose. Les États-Unis ne seront jamais prêts pour la guerre et, par conséquent, seront toujours exposés à de grandes dépenses et à la possibilité des plus graves calamités lorsque la nation entrera en guerre. Ce n'est pas nouveau. Les Américains n'apprennent que des catastrophes et non de l'expérience. Notre armée et notre marine, et surtout notre peuple, ont tiré quelques leçons de la guerre hispano-américaine et les ont appliquées à notre propre usage. La décennie suivante, notre marine et notre armée furent grandement améliorées, non seulement sur le plan matériel, mais aussi en ce qui concerne le personnel et surtout dans la capacité à manœuvrer nos forces en unités de taille conséquente. Si l'évaluation de Theodore Roosevelt sur l'état de l'armée au moment de la guerre hispano-américaine semble sévère, elle n'est pas plus dure que celle du Centre d'histoire militaire de l'armée américaine. Au printemps et à l'été, 1898 des milliers de volontaires enthousiastes, dont quelques-uns issus de la milice mais surtout de simples recrues, affluèrent dans les nouveaux camps du Sud. Cependant, la vie militaire dans les camps d'entraînement a vite refroidi l'enthousiasme de la plupart des volontaires. Car là-bas, ils ont découvert des pénuries chroniques du matériel le plus essentiel, même d'articles aussi basiques que des sous-vêtements, des chaussettes et des chaussures. Un régime constant de nourriture mal préparée, des conditions sanitaires déplorables, des installations médicales inadéquates et un manque d'armes modernes. Le département de la guerre montrait la même inefficacité dans ses opérations contre l'Espagne. Bien que l'armée américaine ait nettement vaincu les Espagnols, les insuffisances de l'organisation de l'armée étaient évidentes. C'était aussi une période de progrès dans les armes, les communications et les transports. Si l'Amérique voulait jouer un rôle actif dans le monde, elle devait moderniser son armée. Au début du nouveau siècle, l'armée a connu d'importants changements organisationnels et administratifs pour éliminer les inefficacités généralisées du département de la guerre des États-Unis. Et il faudrait le faire rapidement, car même s'ils ne le savaient pas, la guerre approchait. Une guerre comme le monde n'en avait jamais connu auparavant. L'homme choisi pour diriger ces changements était Elihu Root, secrétaire à la guerre sous le président McKinley, puis sous le président Theodore Roosevelt après l'assassinat de McKinley. Root a identifié 3 domaines principaux nécessitant une réforme: les branches et les écoles, la structure de commandement et la garde nationale. Un tiers des officiers de l'armée régulière n'avaient aucune formation militaire. Le secrétaire Root, en 1901, a annoncé un nouveau système complet de formation des officiers. Il était composé de l'Académie militaire des États-Unis à West Point, du Collège de service général et d'état-major à Fort Leavenworth, ainsi que de 5 écoles de service spécialisées. En 1904, l'armée a ajouté des écoles de garnison pour instruire les soldats engagés. Les écoles de l'armée, à l'exception de celle de West Point, étaient supervisées par le Collège de guerre de l'armée. Le domaine suivant que Root considérait comme nécessitant une réforme était la garde nationale. La garde nationale, dont les origines remontent aux milices d'avant la fondation du pays, a joué un rôle clé dans de nombreuses victoires, grandes ou petites. Mais au cours du XIXe siècle, le système de milices basé sur les États était devenu une force désorganisée, équipée et entraînée de manière inégale et difficile à manier.
Au moment de la guerre hispano-américaine, le président avait le pouvoir de demander des troupes, mais chaque État déterminait comment il remplirait son quota. Habituellement, le gouverneur faisait appel aux unités de la garde nationale pour qu'elles se portent volontaires, mais elles n'y étaient donc légalement pas obligées. Beaucoup ont refusé, et beaucoup de ceux qui se sont portés volontaires ont échoué à l'examen médical. Les États ont alors rempli leur quota en recrutant des civils qui, malgré leur courage personnel, n'étaient vraiment pas préparés à la guerre. En 1903, le Congrès a adopté des réformes proposées par Eliyahu, renforçant le rôle du gouvernement fédéral dans le système. La loi sur la milice de 1903 a corrigé certaines des faiblesses des milices d'État. Le président aurait désormais l'autorité de mobiliser la garde pour 9 mois de service fédéral, au lieu de 3. Quelques années plus tard, la loi serait modifiée pour supprimer toute limite à la durée du service. Les membres de la garde étaient légalement tenus de répondre à l'appel du président et les États étaient obligés d'organiser, d'équiper et d'entraîner la garde selon les normes de l'armée régulière. En 1916, alors que la Première Guerre mondiale faisait rage en Europe et que les États-Unis semblaient de plus en plus susceptibles d'y être impliqués, la loi sur la défense nationale allait achever la transformation des milices d'État, désorganisées en une force de réserve bien entraînée et entièrement équipée de l'armée américaine. La loi permettait au département de la guerre de décider du type et du nombre d'unités pour chaque État, et exigeait des membres de la garde nationale qu'ils prêtent serment de loyauté au gouvernement fédéral, ainsi qu'au gouvernement de l'État. La loi a également considérablement augmenté la force militaire du pays, autorisant une armée régulière en temps de paix de 175 000 hommes, pouvant être portée à près de 300 000 en temps de guerre. Parallèlement, l'effectif de la garde nationale a été quadruplé pour atteindre 400 000 soldats citoyens. Obligés de répondre lorsque le président les appelait, la garde restait cependant sous l'autorité du gouverneur en tant que commandant en chef à tout autre moment. La loi de 1916 a créé un nouveau programme de corps de formation des officiers de réserve afin d'établir des centres de formation pour les officiers dans les collèges des Kona et les universités. Des changements ont aussi été faits aux critères de la médaille d'honneur, la plus haute distinction de combat du pays, pour augmenter encore l'exigence de cette distinction. En 1918, le Congrès a créé la Distinguished Service Cross et la Silver Star en réponse à une recommandation du général Pershing. Il a souligné la nécessité de reconnaître les actions qui étaient valeureuses, mais pas au-delà du devoir. La Medal of Honor serait désormais réservée aux exemples les plus extraordinaires de bravoure. Désormais, la Medal of Honor ne serait décernée qu'aux personnes de l'armée, de la marine ou des marines qui se seraient distingués de façon remarquable par leur bravoure et leur intrépidité, au péril de leur vie, au-delà du devoir, alors qu'ils étaient engagés dans un conflit armé. Malgré le renforcement des règles, 119 hommes recevraient encore que la Medal of Honor pour leurs actions valeureuses pendant la Première Guerre mondiale. Avant cette guerre, l'armée américaine a eu l'occasion de tester certaines de ses améliorations organisationnelles lors d'un conflit plus restreint au Mexique. La révolution mexicaine s'étendait aux États-Unis, suscitant la colère de certains à cause du soutien américain à un rival. Pancho Villa, ancien général mexicain et ancien gouverneur du Chihuahua, dirigeait désormais une armée de guérillas lors d'une série d'attaques le long de la frontière. En réponse à un raid le 9 mars 1916, le président Woodrow Wilson ordonna au brigadier général John G. Pershing d'entrer au Mexique. Même le gouvernement mexicain voulait capturer Villa. Il protesta rapidement contre la présence de l'armée américaine sur son territoire. La traque de Villa devint beaucoup plus difficile et en quelques mois, Wilson fit appel à 75 000 membres de la garde nationale pour aider à surveiller la frontière. Pershing ne parvint pas à capturer Pancho Villa avant d'être appelé à une tâche plus importante, la guerre en Europe. Mais ils ont réussi à mettre fin à la violence le long de la frontière.
Et cet événement a offert une excellente occasion aux troupes de l'armée régulière et de la garde nationale de s'entraîner ensemble sur le terrain dans des conditions intenses. Cette expérience les aiderait à se préparer à ce qui allait arriver. Cette guerre faisait rage depuis 3 ans alors que l'Amérique cherchait à rester neutre. Le président Woodrow Wilson avait été réélu en grande partie parce qu'il avait maintenu l'Amérique en dehors de la guerre. Mais la politique de guerre sous-marine à outrance de l'Allemagne a poussé Wilson et la nation trop loin. Mais bien que l'Amérique ait eu une petite armée permanente, la population totale était de 90 millions d'habitants, soit plus que la Grande-Bretagne et la France réunies. En mai 1917, le Congrès a adopté la loi sur le service sélectif et l'armée a rapidement grandi. Les forces armées américaines envoyées en Europe pour soutenir la Grande-Bretagne et la France ont été nommées le Corps expéditionnaire américain, ou American Expeditionary Force, sous le commandement du général John G. Blackjack Pershing. À cette époque, Pershing avait déjà eu une carrière extraordinaire. Il a combattu avec les Buffalo Soldiers du 10e régiment de cavalerie à la colline de San Juan pendant la guerre hispano-américaine. Il a été promu général de brigade par le président Theodore Roosevelt en 1905. Il a sauté 3 grades et plus de 800 officiers supérieurs. Ses efforts pour capturer Pancho Villa ont échoué, mais au cours de cette opération, il a été le pionnier de l'utilisation de convois de camions pour livrer des fournitures. En 1917, il a été nommé général à part entière par le président Wilson et chargé d'organiser, de former et de ravitailler l'American Expeditionary Force en pleine expansion. Pendant la Première Guerre mondiale, Pershing servira de mentor aux grands généraux de la Seconde Guerre mondiale, des hommes comme le colonel George C. Marshall, qui était alors l'un des principaux assistants de Pershing. Marshall a été l'un des principaux concepteurs de l'offensive de Meuse-Argonne, une vaste opération conjointe entre l'American Expeditionary Force et la 4e armée française qui a contribué à mettre fin à la guerre. Cela faisait partie d'une grande offensive lancée à la fin de l'été 1918 pour percer la ligne Hindenburg, un vaste réseau de défense allemande dans le nord-est de la France. Le haut commandement allemand croyait que la ligne Hindenburg ne pouvait pas être brisée. Elle comprenait des tranchées, des bunkers en béton et de larges ceintures de barbelés, des tunnels pour le déplacement des troupes, et tout était ancré par des emplacements de mitrailleuses. La mitrailleuse a défini l'expérience terrifiante, sanglante et coûteuse de la Première Guerre mondiale. Les Américains avaient lancé le mouvement des mitrailleuses avec la mitrailleuse Gatling utilisée vers la fin de la guerre de sécession. Mais bien que ce fût la première arme à feu à tir continu, ce n'était pas vraiment une arme automatique car elle nécessitait qu'une personne actionne une manivelle pour charger les cartouches. Cela a changé avec l'invention de 1884 par Hiram Maxim, inventeur britannique d'origine américaine. La mitrailleuse Maxim fut d'abord employée par les Britanniques durant les guerres coloniales en Rhodésie, Afrique du Sud et Nigeria. Les armées ont d'abord été lentes à adopter les mitrailleuses en raison de leur tendance à s'enrayer. Les forces américaines ont continué à utiliser la mitrailleuse Gatling jusqu'à finalement l'abandonner en 1911. Mais progressivement, les armées d'Europe et la marine américaine ont commencé à intégrer la mitrailleuse dans leurs forces. Pendant la Première Guerre mondiale, les forces américaines ont surtout utilisé des mitrailleuses fournies par leurs alliés français. Mais vers la fin de la guerre, un petit nombre de mitrailleuses lourdes conçues par le légendaire génie des armes à feu John Mossef Browning sont arrivées sur le front. Browning était l'un des armuriers les plus respectés du XXe siècle, voire de tous les temps, et il a conçu un certain nombre d'armes fiables et efficaces utilisées par les États-Unis pendant la guerre. La mitrailleuse Browning 1917 n'a été livrée qu'aux dernières unités envoyées en Europe. Mais elle allait prouver sa valeur lors des Premières et Secondes Guerres mondiales et continuer à être utilisée en Corée et au Vietnam. La MX-9-17 était une mitrailleuse lourde, tirant 450 cartouches de 36 par minute.
Browning a également fabriqué une mitrailleuse légère, la MX917 Browning Fusil Automatique, ou BAR. Bien que, comme la lourde M1917, elle ne verrait qu'une utilisation limitée pendant la Première Guerre mondiale. Le BAR deviendrait finalement la colonne vertébrale des forces américaines pendant la Seconde Guerre mondiale et en Corée. Pesant environ 16 livres, le BAR apportait une puissance de feu automatique au niveau de l'escouade. Les vastes réseaux de tranchées le long du front occidental, ancrés par des mitrailleuses mortelles, ont conduit au développement d'un autre outil de guerre, le char blindé. De retour au pays, un lieutenant-colonel, Dwight D. Eisenhower, formait des équipages de chars à Gettysburg, en Pennsylvanie. Sur le front occidental, les Britanniques, depuis les Français, ont pris l'initiative de développer des chars pendant la guerre. Lors de l'offensive de Meuse-Argonne, le colonel George Patton, un autre protégé de Pershing, commandait des chars Renault de Français équipés d'équipages américains. Le soutien des chars a permis de repousser les forces allemandes lors de la bataille de Saint-Michel. Mais lors de l'offensive de Meuse-Argonne 2 semaines plus tard, le mauvais état des routes a rendu les chars inefficaces. Une unité participant à l'offensive de Meuse-Argonne était la toute nouvelle 93e division. La 93e était une division entièrement noire créée en décembre 1917 au camp Stewart, Virginie. La division comprenait les 369e, 370e, 371e et 372e régiments d'infanterie. Les 4 régiments furent prêtés aux Français, qui avaient désespérément besoin de troupes pour remplacer leurs pertes. C'était considéré comme un arrangement temporaire, mais il a duré jusqu'à la fin du conflit. Les hommes du 371e régiment étaient des conscrits originaires de Caroline du Sud. Arrivés sur le front occidental en avril 1918, ils ont commencé l'entraînement avec les Français. Au cours de l'été de cette année-là, ils ont servi au sein de la 4e armée française et ont participé à l'occupation du secteur de Verdun. En septembre, le 371e s'est déplacé avec le reste de la 4e armée française pour jouer son rôle dans la dernière grande offensive des Alliés. C'était une opération conjointe avec la première armée des forces expéditionnaires américaines dirigée par Pershing. Par ses actions lors de cette offensive, le 371e a reçu des distinctions de la part des forces françaises et américaines. Le régiment dans son ensemble a reçu la Légion d'honneur française et la Croix de guerre. 10 officiers et une douzaine de soldats ont également été décorés de la Distinguished Service Cross américaine. Et le petit-fils d'un esclave, le caporal Freddie Stowers, ferait preuve d'une telle bravoure qu'il recevrait la médaille d'honneur. Au petit matin du 28 septembre 1918, ce qui allait être le dernier jour de sa vie, le caporal Freddie Stowers était chef de section de la compagnie C, alors qu'il se préparait à prendre la colline 188 dans le secteur de Champagne-Monne. La citation de la médaille d'honneur du caporal Stowers décrit ce qui s'est passé ensuite. Avec un héroïsme extraordinaire et un mépris total du danger personnel. Sous un feu dévastateur, il a rampé en avant, menant son escouade vers un nid de mitrailleuses ennemies qui causait de lourdes pertes à sa compagnie. Après de violents combats, la position de mitrailleuse a été détruite et les soldats ennemis ont été tués. Faisant preuve d'un grand courage et d'intrépidité, le caporal Stowers a continué à mener l'attaque contre un ennemi déterminé, tout en rampant vers l'avant et en encourageant ses hommes à poursuivre l'attaque. Sur une deuxième ligne de tranchées, il a été grièvement blessé par des tirs de mitrailleuse. Bien que le caporal Stowers ait été mortellement blessé, il a continué d'avancer, encourageant les membres de son escouade jusqu'à sa mort. Inspiré par l'héroïsme et la bravoure du caporal Stowers, sa compagnie a poursuivi l'attaque contre des obstacles incroyables, contribuant à la prise de la colline 188 et infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. L'offensive de l'Argonne s'est poursuivie et dans la phase suivante. Un autre soldat américain allait également faire preuve d'une bravoure exceptionnelle et recevoir la médaille d'honneur. Comme Stowers, cet homme était caporal. Le monde se souvient cependant de lui sous son grade ultérieur, sergent York.
Alvin York a écrit au sujet de ces actions du 8 octobre 1918, comme l'indique une plaque commémorative dans le village français de Châtel-Chéry. Armé d'un fusil et d'un pistolet, il a réduit au silence un bataillon allemand de 35 mitrailleuses, tué 25 soldats ennemis et capturé 132. Stowers et York étaient tous deux des soldats citoyens qui se sont inscrits au service sélectif et ont répondu à l'appel. Lorsque l'Amérique est entrée en guerre, l'offensive de Meuse-Argonne a été un succès. La ligne Hindenburg-Hattron a été brisée et le 11 novembre 1918, les Allemands ont signé un armistice acceptant un cessez-le-feu. Le traité de Versailles a mis fin à la guerre en 1919. Cependant, en réalité, la paix ne serait qu'une pause pour permettre à la nation d'élever une nouvelle génération à mettre en uniforme. En reconnaissance de ses services, le général John J. Blackjack Pershing serait promu au grade de général des armées des États-Unis, le plus haut grade des forces armées. Le grade a été créé spécialement pour Pershing, bien qu'en 1976, George Washington ait été promu à titre posthume au même grade, mais avec plus d'un siècle d'ancienneté, à Pershing. Ainsi, personne ne pourrait jamais dépasser en grade le tout premier commandant en chef de la nation. Et pour les soldats, comme l'écrit le Centre d'histoire militaire, les unités à l'étranger ont été rapatriées aussi rapidement que l'espace disponible sur les navires le permettait. Lorsque l'armistice a été signé le 11 novembre 1918, l'armée américaine comptait plus de 3,7 millions d'hommes. En moins de 9 mois, près de 90% avaient été démobilisés. À la fin de 1919, les forces actives avaient été réduites à moins de 20 000 officiers et un peu plus de 200 000 soldats. En 1920, le Congrès a modifié la loi sur la défense nationale de 1916, mettant en place le système à 3 composantes de l'armée: l'armée régulière permanente, la garde nationale et les réserves organisées. La loi sur la défense nationale de 1920 a aussi créé le service aérien de l'armée, qui évoluera pour devenir l'armée de l'air. La loi a également supprimé le corps des chars en tant qu'organisation indépendante, le réintégrant à l'infanterie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les chars américains étaient-ils conçus pour soutenir les opérations d'infanterie ou les opérations de cavalerie traditionnelles? Ils manquaient sans cesse de la puissance de feu des modèles allemands et russes, mais leur fiabilité, en particulier celle du char M4 Sherman, ainsi que la capacité du pays à les produire en masse, les rendaient inestimables. Pour le soutien de l'infanterie, le général de division Adna R. Chaffee, Jr., considéré comme le père de la force blindée, avait compris que l'infanterie mécanisée dominerait la prochaine Grande Guerre. En 1931, Douglas MacArthur, chef d'état-major de l'armée, a ordonné la mécanisation de toutes les branches. Mais le processus était coûteux et lent, beaucoup pensant encore que les chevaux étaient bien supérieurs aux camions et aux chars. Les véhicules ont continué d'évoluer et, à l'entrée de l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale, le cheval a été remplacé par jeeps, motos, chars et camions. Les soldats américains partiraient également à la guerre avec des armes améliorées. Le nouveau modèle 1900 en 18-2 Browning Automatic Rifle, ou BAR, était la mitrailleuse légère, parfaite. Il ne possédait plus d'option de tir semi-automatique. Il ne tirait qu'en mode automatique. Le M19 118-2 avait également un bipied de type patin monté à l'extrémité du canon pour améliorer la stabilité. 2 autres mitrailleuses Browning ont servi comme mitrailleuses moyennes et lourdes pendant la Seconde Guerre mondiale. La mitrailleuse Browning calibre 30 M19 était refroidie par air avec un manchon de canon perforé au lieu d'une chemise à eau du modèle précédent. Avec la mitrailleuse Browning calibre 50 M2, John Browning a complété la trilogie des mitrailleuses légères, moyennes et lourdes de l'Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale. La M2 était similaire dans sa conception à la M19-19, mais utilisait la cartouche de calibre 50, beaucoup plus grande, développée en même temps que l'arme. Mais la plupart des fantassins ne porteraient pas de mitrailleuse pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il portait dans l'arme que le général George S. Patton Jr. appelait le plus grand instrument de combat jamais conçu, le M. Garand. En 1935, MacArthur termina son mandat en tant que chef d'état-major de l'armée et devint conseiller militaire du gouvernement du Commonwealth des Philippines. Les États-Unis avaient maintenu des forces aux Philippines depuis 1898, y compris un nombre important d'unités philippines. Seule la baie de Manille était suffisamment fortifiée. MacArthur travaillait encore pour le gouvernement philippin en 1941, organisant la nouvelle armée philippine. Avec des ressources limitées, les forces n'en étaient ni aussi bien entraînées, ni aussi bien équipées qu'il l'aurait souhaité. En juillet 1941, le président Roosevelt a rappelé MacArthur au service actif dans l'armée américaine, le nommant lieutenant-général et l'a désigné commandant des forces armées américaines en Extrême-Orient. Les forces philippines ont été intégrées à l'armée américaine et MacArthur s'est préparé à une invasion du Japon. Mais une invasion que personne ne s'attendait à voir se produire est arrivée en seulement quelques mois. À l'époque, il était entendu que si l'Amérique entrait en guerre, elle concentrerait la majeure partie de ses ressources sur la défaite de l'Allemagne. Premièrement, les forces aux Philippines seraient concentrées sur la péninsule de Bataan, ce qui aurait pour conséquence que les Philippines seraient sacrifiées à contre-cœur. Le 8 décembre, les forces impériales japonaises ont attaqué la base aérienne aux Philippines. Au fil des ans, de nombreuses accusations et reproches ont été faits sur les raisons pour lesquelles les avions sont restés au sol après l'annonce du bombardement de Pearl Harbor. Mais quelles qu'en soient dans les raisons, les Japonais ont réussi à détruire plus de la moitié des avions de la force aérienne d'Extrême-Orient dès le premier jour de la guerre. Ayant obtenu la supériorité aérienne, les forces terrestres japonaises ont lancé des frappes initiales le 10 décembre et une invasion à grande échelle le 22 décembre. Les forces philippines, insuffisamment entraînées et mal équipées, n'ont pas pu retenir les envahisseurs. Les troupes de MacArthur ont dû défendre un territoire réduit avec des rations divisées par 2. Aucune aide ne pouvait arriver des États-Unis, écrivit plus tard James Cowan, un mécanicien du corps aérien américain. Je n'avais aucun doute dans mon esprit que Bataan serait notre dernière bataille. Avec les Japonais pratiquement maîtres du Pacifique Sud, je ne voyais aucune possibilité de recevoir de l'aide. L'autre chose que nous pouvions faire était de nous battre aussi longtemps que possible pour ralentir les Japonais déchaînés dans leur avancée vers les Indes orientales néerlandaises. Ma vie avec la compagnie anti-aérienne est devenue un tourbillon d'action permanent, installant des canons pour protéger les ponts ou d'autres points stratégiques. Alors que nos troupes se repliaient sur Bataan, nous semblions nous déplacer toute la nuit et tirer sur les avions japonais toute la journée. Nos rations diminuaient de plus en plus au fil des semaines. Nous avons mangé tous les chevaux et les mulets du 26e régiment de cavalerie. Même Jumper, le compagnon du général Wainwright, a été sacrifié. En février 1942, alors que les Japonais se rapprochaient, le président Roosevelt a ordonné à MacArthur de s'échapper en Australie. MacArthur a d'abord envisagé de démissionner de son poste et de rester pour se battre, mais son état-major l'en a dissuadé. Le 12 mars, MacArthur et un petit groupe se sont échappés à bord de 4 vedettes patrouilleurs-torpilleurs. Ils ont été récupérés par la marine américaine et ont finalement atteint l'Australie. À son arrivée en Australie, MacArthur a prononcé son célèbre discours « Je reviendrai ». Le président des États-Unis m'a ordonné de percer les lignes japonaises et de partir de Corregidor pour rejoindre l'Australie, dans le but, tel que je le comprends, d'organiser l'offensive américaine contre le Japon, dont l'un des objectifs principaux est la libération des Philippines. Je suis passé et je reviendrai. Cela prendrait des années, mais le général MacArthur reviendrait et il reprendrait les Philippines. Il recevrait également la médaille d'honneur pour sa défense des Philippines. MacArthur était l'un des nombreux généraux qui atteindraient un statut légendaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Le général George C. Marshall fut chef d'état-major de l'armée pendant toute la guerre.
Bien qu'il n'ait pas mené de troupes au combat, il a habilement géré la plus grande expansion militaire de l'histoire des États-Unis, une augmentation de 40 fois en seulement 3 ans. À fin avril 1945, plus de 3 millions de soldats de l'armée américaine combattaient dans le théâtre d'opérations européen et 1,2 million dans le théâtre du Pacifique, où 1,4 million de marins servaient également. Il a élaboré une stratégie qui allait guider les opérations alliées en Europe et, en décembre 1944, il est devenu le premier général américain promu au grade de 5 étoiles. Le général George S. Patton commandait des forces en Afrique du Nord, en Sicile et dans le théâtre européen. Après l'invasion de la Normandie en 1944, il a reçu le commandement de la 3e armée américaine. Son tempérament et ses propos pouvaient lui causer des ennuis, mais il excellait en logistique. Sa planification et son audace lui ont permis de mener ses troupes à la victoire lors de la bataille des Ardennes. Le général Omar Bradley était bien moins flamboyant que Patton, mais il a commandé la première armée américaine lors du débarquement du jour J sur les plages d'Omaha et d'Utah, et il a planifié l'opération Cobra, qui a permis aux Alliés de sortir de la Normandie et d'entrer en Bretagne. Il y avait aussi le général Dwight D. Eisenhower. En 1942, il a été nommé commandant suprême des forces alliées dans le théâtre d'opérations d'Afrique du Nord. Après l'effondrement des forces de l'Axe en Afrique du Nord, en 1943, Eisenhower est devenu le commandant suprême des forces alliées en Europe. Les généraux Patton, Bradley et d'autres lui rendaient compte alors qu'il planifiait et dirigeait les opérations jusqu'à la fin de la guerre. Aussi essentiels que soient les généraux pour la planification, ce sont les soldats et leurs officiers en première ligne qui gagnent les guerres. Des hommes comme le lieutenant Vernon Baker du 370e régiment d'infanterie, 92e division d'infanterie, les Buffalo Soldiers. Le lieutenant Baker recevra la médaille d'honneur pour des actions menées vers la fin de la guerre. Les 5 et 6 avril 1945, près de Viareggio en Italie, le lieutenant Baker a reçu la Distinguished Service Cross pour ses actions durant ces 2 jours, qui lui a été remise le 4 juillet 1945. Et plus de 50 ans plus tard, le président Clinton lui a remis la médaille d'honneur. Vernon Baker est resté dans l'armée jusqu'en 1968. Il est rentré aux États-Unis en 1947, où il a continué à faire face au racisme, aussi bien au sein de l'armée qu'à l'extérieur. Mais le 26 juillet 1948, le président Harry Truman a signé le décret exécutif 9981, déclarant qu'il devait y avoir égalité de traitement et d'opportunités pour toutes les personnes dans les forces armées, sans distinction de race, de couleur, de religion ou d'origine nationale. Ce n'était qu'une étape, mais une grande sur le chemin de la reconnaissance des contributions que les soldats afro-américains ont apportées à l'armée et à la nation. Les soldats Buffalo de la 92e division avaient, comme d'autres afro-américains avant eux, prouvé leur valeur lors de chaque guerre. Que l'honneur et le courage ne se mesurent pas à la couleur. Le service honorable n'était pas réservé à une couleur d'homme. Les femmes ont soutenu l'armée tout au long de son histoire, même si elles n'étaient généralement pas autorisées à combattre. Certaines femmes se sont déguisées en hommes pour pouvoir combattre. Pendant la Révolution américaine, des femmes comme la docteure Mary Walker ont risqué leur vie pour soigner des soldats pendant la guerre de sécession, comme lors de tous les conflits. Mais en mai 1942, le Congrès, dirigé par la députée Edith Norris Rogers, a créé le corps auxiliaire féminin de l'armée. En juillet 1943, elles sont passées du statut auxiliaire au statut complet dans l'armée au sein du corps féminin de l'armée, ou Women's Army Corps. Les Women's Army Corps ont servi dans une variété de fonctions. Prévisionnistes météo, spécialistes en électricité, ouvrières en tôlerie, spécialistes des tours de contrôle, mécaniciennes d'avion, techniciennes radio, plieuses de parachute, techniciennes chirurgicales et bien d'autres encore. Les femmes du corps féminin de l'armée ont reçu 639 médailles pour leur service pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris la médaille du service distingué,
la Légion du Mérite, la médaille du soldat, l'étoile de bronze, la médaille de l'air et le cœur pourpre. La loi de 1948 a intégré le corps féminin de l'armée aux forces armées régulières. Et en juillet 1948, la première femme engagée est entrée dans l'armée régulière. Mais alors que le nombre de femmes dans l'armée augmentait, la taille globale de l'armée diminuait rapidement. Les puissances de l'Axe se sont rendues à l'été 1945 et l'Amérique était prête à rapatrier ses troupes, tandis que les anciens combattants retrouvaient une nation reconnaissante. La loi Government Issue de 1944 offrait une gamme d'avantages aux soldats de retour, notamment des prêts hypothécaires à faible coût, des prêts commerciaux, une aide aux frais de scolarité et jusqu'à 1 an d'indemnisation chômage. En 1956, plus de 2 millions d'anciens combattants ont utilisé la loi Government Issue pour aller à l'université et près de 7 millions pour d'autres formations. Pendant ce temps, le pays de la Corée sortait de 40 ans de contrôle par le Japon impérial et était en train d'être divisé. Entre les forces communistes au nord et les forces nationalistes au sud, la nation a été coupée en deux au niveau du 38e parallèle. Dans le sud, les États-Unis ont maintenu un petit nombre de conseillers militaires. Les soviétiques dominaient vraiment la moitié nord, qui était remplie de soldats coréens communistes qui venaient tout juste d'aider les forces de Mao Zedong à prendre le contrôle de la Chine. Le 25 juin 1950, la Corée du Nord, avec l'approbation soviétique et chinoise, a envahi la Corée du Sud. Les États-Unis ont convaincu le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies de créer un commandement des Nations Unies, ou commandement des Nations Unies, pour défendre la Corée du Sud sous la direction des États-Unis. Et le général Douglas MacArthur a planifié une attaque amphibie audacieuse et brillante à Incheon pour reprendre le Sud. Incheon, port de Séoul à environ 29 km, était le point de débarquement le plus proche de la capitale, et le centre de communication s'y trouvait. L'histoire de la guerre prouve que 9 fois sur 10, une armée a été détruite parce que ses lignes de ravitaillement ont été coupées. Nous allons débarquer à Incheon et je vais les écraser. Les chefs d'état-major à Washington doutaient tant du plan, mais le pari de MacArthur a réussi. L'assaut audacieux fut un immense succès. Le 23 septembre, la Corée du Nord reculait du périmètre de Pusan et le 29 septembre 1950, MacArthur fit son rapport. Par la grâce d'une providence miséricordieuse, nos forces combattant sous l'étendard de ce plus grand espoir et inspiration de l'humanité. Les Nations Unies ont libéré cette ancienne ville de Séoul. L'offensive d'Incheon a réussi à repousser les Nord-Coréens au-delà du 38e parallèle. Mais à la fin du mois de novembre, les attaques de toutes les forces chinoises ont frappé les unités du commandement des Nations Unies. Les soviétiques ont assuré un soutien aérien à toutes les batailles sur le territoire communiste, provoquant l'effondrement des forces du commandement des Nations Unies en Corée du Nord, et MacArthur a ordonné un repli. À la fin du mois de décembre, un nouveau commandant sous les ordres de MacArthur a pris la tête de la 8e armée éprouvée, le général Matthew Ridgway. Il a redonné confiance à ses troupes, poussant les officiers vers les lignes de front et hors des postes de commandement à l'arrière. Sous les ordres de Ridgway, la 8e armée a infligé de lourdes pertes à l'ennemi et a repris Séoul en mars 1951. Lorsque MacArthur a été relevé de son commandement par Truman en avril, Ridgway a été promu général d'armée et a pris le commandement des forces de l'Organisation des Nations Unies. En août 1953, avec la fin des hostilités en Corée, Ridgway est devenu chef d'état-major de l'armée sous le président Eisenhower. Dans ce rôle, il devait donner à Eisenhower une évaluation des besoins pour l'engagement militaire des États-Unis au Vietnam. La conclusion de Ridgway était qu'un engagement massif serait nécessaire pour atteindre les objectifs de la nation au Vietnam. Assez massif pour qu'Eisenhower décide de ne pas intervenir. En fait, pendant les années 50, l'expansion militaire due à la guerre froide était axée sur la puissance aérienne et la supériorité nucléaire, au point que les forces conventionnelles ont commencé à souffrir d'un équipement obsolète et de budget réduit.
Cependant, les avancées dans les outils de guerre conventionnels ont continué. Le char de combat M60, avec son canon de 105 mm, est devenu opérationnel en 1960. L'armée a également élargi son utilisation des hélicoptères qui avaient déjà prouvé leur valeur en Corée et allait de nouveau le faire au Vietnam. Et l'armée a également tiré parti des améliorations dans la technologie des communications et, finalement, des ordinateurs. Ces changements technologiques accompagnaient la course à l'espace et l'armée y jouait également un rôle. Plusieurs des tout premiers astronautes étaient loin diplômés de l'Académie militaire des États-Unis à West Point, y compris Frank Borman, le premier homme à orbiter autour de la Lune, Buzz Aldrin, le deuxième homme à marcher sur la Lune, et Edward White, le premier Américain à effectuer une sortie dans l'espace. Mais à mesure que les dépenses de défense augmentaient dans les années 60, les décideurs cherchaient des endroits où faire des coupes. Le secrétaire à la Défense, Robert McNamara, a cherché à réduire la taille des forces de réserve, qui semblaient plus coûteuses que leur valeur. Malgré la résistance au Congrès et ailleurs, un compromis trouvé en 1967 a permis d'obtenir la plupart des résultats souhaités par McNamara. Les réservistes ont gardé leurs unités de soutien et d'entraînement, mais n'ont conservé que 3 brigades de combat, réduisant leur effectif à 260 000 hommes. La garde nationale était restée à 400 000 hommes. Pour renforcer les forces régulières au Vietnam, comme lors des 2 guerres mondiales et en Corée, les États-Unis ont eu recours à la conscription par service sélectif. Le premier grand conflit de la guerre du Vietnam fut la bataille de Ia Drang, qui commença par le combat à la zone d'atterrissage X-Ray. La semaine avant Thanksgiving 1965, l'armée américaine a affronté pour la première fois l'armée nord-vietnamienne. Ce fut une bataille qui mènerait à 3 médailles d'honneur distinctes. Les régiments de l'armée nord-vietnamienne ou armée nord-vietnamienne avaient tenté de détruire un camp des forces spéciales Lhasa. Spéciales américaines et la première division de cavalerie les poursuivaient. Le 14 novembre 1965, cette poursuite mena le 1er bataillon du 7e régiment de cavalerie dans la vallée de la Ia Drang pour une mission de recherche et de destruction. Le commandant du bataillon, le lieutenant-colonel Hal Moore, entra le premier dans la vallée avec des membres de sa compagnie Bravo. 16 hélicoptères ont transporté la compagnie Bravo jusqu'à la zone d'atterrissage X-Ray, sur le côté nord-est de la montagne Chupong. Ils devaient même sécuriser la zone d'atterrissage et attendre les compagnies Alpha, Charlie et Delta du bataillon. Vue du ciel, la zone d'atterrissage X-Ray paraissait plate et dégagée. Au sol, c'était une toute autre histoire. La zone d'atterrissage était recouverte d'herbes à éléphants pouvant atteindre 1,50 m de haut, parfaite pour dissimuler des soldats ennemis. D'énormes termitières parsemettant la zone, suffisamment grandes pour servir d'abri aux unités armées. Le colonel Moore savait que l'ennemi avait des forces dans cette zone. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 3 régiments de l'armée nationale vietnamienne étaient rassemblés à proximité. Bien plus de soldats que la seule compagnie qu'il avait réussi à amener jusqu'ici. Les Américains ont compris l'ampleur des forces adverses quand le premier peloton de Bravo a trouvé un déserteur armée nationale vietnamienne non armé. Lorsqu'on l'a interrogé, il a déclaré qu'il y avait 3 bataillons de l'armée nationale vietnamienne sur la montagne Chupong et qu'ils étaient impatients de tuer des soldats américains. Alors que la compagnie Bravo intensifiait sa recherche d'unités ennemies, la compagnie Alpha, y compris le chef du 2e peloton d'Alpha, le lieutenant Joe Marne, a atterri et sécurisé la zone d'atterrissage. Le premier peloton de Bravo a été attaqué par une force ennemie de taille similaire. Un peu après midi, pris à revers des 2 côtés, le peloton a demandé de l'aide par radio. Le bataillon du colonel Moore était attaqué de toutes parts. Landing Zone X-Ray, le 5e transport aérien de la journée, transportant le reste de la compagnie Charlie et les premiers éléments de Delta, n'a pu faire atterrir que la moitié de ses hélicoptères. Les tirs de mortiers, de roquettes et de mitrailleuses étaient si intenses que le colonel Moore a ordonné par radio aux derniers H-Hoppers de ne pas se poser.
Ils ont subi des attaques toute la nuit, mais des unités du 1er et du 2e bataillon les ont rejoints le lendemain. Au Vietnam, l'armée et son général commandant, William Westmoreland, ont été contraints de combattre sous des restrictions strictes. Ils n'avaient pas l'autorisation de frapper les bases ennemies au Laos ou au Cambodge, ni d'entrer en Corée du Nord. Westmoreland pensait que les États-Unis pouvaient épuiser les Nord-Vietnamiens par l'usure, en misant sur la puissance de feu et la mobilité de l'armée pour infliger les pertes les plus lourdes à l'ennemi. À la fin de l'année 1967, il semblait qu'il avait raison. La dynamique de la guerre semblait favoriser les États-Unis. Mais l'offensive du Tet, qui a commencé le 30 janvier 1968, a changé l'attitude du public envers la guerre. Sur le plan tactique, les forces américaines et sud-vietnamiennes ont vaincu les assaillants Viet Cong et nord-vietnamiens, mais l'impact politique a été dévastateur. Le public avait été amené à croire que l'ennemi communiste était incapable de lancer une attaque aussi massive, étendue et organisée que l'offensive du Tet. Ils ont réagi avec choc et méfiance, refusant de croire que l'assaut avait réellement été une défaite pour l'ennemi. Le soutien du public à la guerre a continué de diminuer. Westmoreland a été remplacé par le général Creighton Abrams en tant que commandant au Vietnam, mais il a ensuite servi comme chef d'état-major de l'armée jusqu'en 1972. Bien que la guerre se soit prolongée, ce soutien n'est jamais revenu. Lorsque l'armée a quitté le Vietnam dans les années 70, elle était à son plus bas niveau. Les tensions raciales, la dépendance à l'héroïne et le désir désespéré de ne pas être le dernier homme à mourir au Vietnam avaient tous porté un coup dur à l'armée. La discipline était terrible, le moral était pire. La fin de la guerre ne signifiait pas la fin des problèmes. Mais supprimer la conscription et instaurer une armée entièrement composée de volontaires allait s'avérer une étape importante dans la bonne direction. Une armée composée uniquement de volontaires serait mieux payée et mieux traitée, alors que les soldats d'une armée bénéficiant d'un effectif illimité grâce à la conscription pouvaient se voir confier des tâches subalternes non militaires, ce qui pouvait miner leur morale. Une force plus réduite et mieux payée ne pouvait pas se permettre de gaspiller ses combattants hautement entraînés. Cela signifiait certes moins de soldats. L'armée s'est passée de son pic du Vietnam, soit 1 600 000 hommes en 1968 à moins de 800 000 en 1974. Cela signifiait une dépendance plus grande que jamais envers les réservistes. C'était la politique de force totale. Les trois composantes de l'armée régulière, les réservistes et la garde nationale, seraient traitées comme une seule force. L'armée de volontaires signifiait aussi une politique plus large envers les femmes. En 1978, il y avait 53 000 femmes dans l'armée. En 1983, ce nombre était passé à 80 000. La formation des femmes a été grandement améliorée et a commencé à inclure l'entraînement aux armes légères. Puis, l'année du bicentenaire de la nation, plus de 100 femmes ont été admises à l'Académie militaire de West Point. Le corps féminin de l'armée n'existait plus. Ces femmes étaient des soldates. Et ce processus s'est poursuivi avec des unités individuelles, comprenant à la fois des hommes et des femmes. En 1990, lorsque l'armée est allée en Arabie Saoudite pendant la guerre du Golfe, près de 9% étaient des femmes. La guerre du Golfe a été la première grande opération pour l'armée depuis le Vietnam. Malgré des opérations au Salvador, à la Grenade et au Panama, l'armée restait en grande partie non éprouvée pendant les 2 décennies précédentes. Après l'effondrement de l'Union soviétique, en fait, on parlait beaucoup de réduire l'armée, devenue inutile maintenant que son ennemi avait disparu. Son succès écrasant contre l'Irak en 1990-1991 allait démontrer au monde entier que les États-Unis disposaient en tas de la meilleure force de combat au monde. Après que l'Irak de Saddam Hussein a envahi le Koweït en août 1990, la première priorité de l'Amérique est devenue la défense de l'Arabie saoudite.
Le général Norman Schwarzkopf Jr., commandant en chef du États-Unis Central Command, avait récemment élaboré un plan d'urgence pour la défense des champs pétrolifères du golfe Persique, dans le cas d'une invasion par l'Irak. Et ce plan est devenu la base de l'opération Bouclier du désert, la défense de l'Arabie saoudite. Quelques mois plus tard, le plan offensif de Schwarzkopf, Tempête du désert, a repoussé l'Irak hors du Koweït. Après la guerre du Golfe, l'armée a mené des missions en Somalie, en Haïti, en Yougoslavie, des missions internationales, avec l'armée américaine jouant un rôle majeur. Au cours de cette période, l'armée a réduit ses effectifs d'un tiers, tout en restant active à l'étranger. Avec les ennemis disparus depuis un demi-siècle, l'armée développait de plus en plus la capacité d'aller partout et de tout accomplir, plutôt que de se concentrer entièrement sur les luttes de la guerre froide. Puis le 11 septembre 2001, le monde a changé. Les attaques d'Al-Qaïda sur le territoire national ont bouleversé la nation et réorienté l'armée vers une guerre prolongée contre des acteurs non étatiques. Une guerre à la fois défensive et offensive. La garde nationale a renforcé la sécurité des aéroports du pays. Des soldats ont été déployés pour aider des agences telles que la patrouille frontalière des États-Unis. Et en moins d'un mois, l'opération Liberté immuable a commencé par une série de frappes aériennes et de missiles contre des cibles de commandement et de contrôle des talibans, combinés à des largages humanitaires de nourriture, pour démontrer que les États-Unis étaient en guerre contre le gouvernement et non contre le peuple afghan. En novembre 2001, les talibans ont été forcés de fuir Kaboul. Mais le combat était loin d'être terminé. La guerre en Afghanistan allait devenir la guerre la plus longue de l'Amérique. En 2012, les forces américaines combattaient encore en Afghanistan. Et alors que la longue et meurtrière mission en Afghanistan se poursuivait, les États-Unis se sont également revenus à un vieil ennemi, Saddam Hussein, en Irak. Le général de l'armée américaine, Tommy Franks, a mené une invasion en Irak le 19 mars 2003. Quelques semaines plus tard, le 9 avril, Bagdad est tombé aux mains des forces américaines et de la coalition, mettant fin aux 24 ans de règne de Saddam Hussein. Mais comme en Afghanistan, la guerre en Irak ne s'est pas terminée avec l'effondrement du gouvernement belligérant. En Afghanistan comme en Irak, les forces armées américaines ont dû faire face à un long et meurtrier combat contre des forces insurgées. En Afghanistan et en Irak, nos soldats continuent sans de faire preuve du courage et de la détermination qu'ils montrent depuis plus de 200 ans. Des soldats comme le sergent-chef de l'armée Paul Smith en Irak. Le sergent Smith a été tué en avril 2003 en s'exposant à l'ennemi alors que lui et ses camarades étaient attaqués lors de la construction d'une zone de détention pour prisonniers de guerre. Sa citation à titre posthume pour la médaille d'honneur indique « Craignant que l'ennemi ne submerge leur défense, le sergent-chef Smith s'est déplacé sous un feu ennemi nourri pour prendre en main une mitrailleuse de calibre 50 montée sur un véhicule blindé de transport de troupes endommagées. Sans aucun souci pour sa propre vie, il a maintenu sa position exposée afin d'engager la force ennemie attaquante. Au cours de cette action, il a été mortellement blessé. Le soldat de première classe Ross McGuinness a également reçu la médaille d'honneur, à titre posthume, pour avoir choisi de placer son corps entre une grenade à fragmentation et ses camarades soldats en Irak en décembre 2006. En novembre 2010, le sergent-chef de l'armée Salvador Junta a reçu sa médaille d'honneur pour ses actions en Afghanistan le 25 octobre 2007. En mai 2008, le sergent-chef de l'armée Leroy Petry et ses 2 camarades Rangers avaient été blessés par des tirs ennemis et des éclats de grenades. Lorsqu'une seconde grenade était tombée parmi eux, le sergent-chef Petry, sans se soucier de sa propre sécurité, a ramassé la grenade et l'a lancée loin de ses camarades Rangers. La grenade a explosé au moment où il l'a relâchée, lui amputant la main droite au niveau du poignet et le blessant davantage avec de multiples éclats.
Ces soldats, ainsi que les dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui combattent aujourd'hui dans l'armée américaine, continuent d'inspirer les Américains, jeunes et moins jeunes. Ils nous rappellent à tous que la liberté a un prix, que l'Amérique a des ennemis qu'il faut combattre. Et que nous sommes honorés d'avoir des soldats américains qui se portent volontaires pour être le bouclier et l'épée qui nous défendent tous. En plus de 2 siècles d'existence, l'armée s'est dressée contre des ennemis, tant étrangers qu'intérieurs. Composée à la fois de guerriers professionnels et de soldats comme citoyens, l'armée a conquis la liberté de la nation face à la Grande-Bretagne. Elle a défendu les colons contre les attaques des tribus autochtones, souvent soutenues par des nations européennes. Elle a vaincu les forces insurrectionnelles des éphémères États confédérés d'Amérique. Elle a soutenu nos alliés tout en défendant nos propres intérêts à l'étranger, et elle a prouvé notre volonté et notre capacité à résister à l'expansion soviétique et communiste. Et elle a poursuivi nos ennemis jusqu'aux 4 coins du monde. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous aider à produire plus de contenu historique passionnant comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.